Deuxième partie. Les rues de San Francisco. Chapitre 14. Valentine. Citation d'Ernest Hemingway. Si deux personnes s'aiment, il ne peut y avoir de fin heureuse. Le lendemain, 22 décembre, au-dessus de l'Atlantique. Un peu de champagne, monsieur? À plus de 20 000 pieds du sol, le vol 714 poursuivait sa route vers San Francisco, filant tel un oiseau d'argent au-dessus de la mer de nuages. Martin déclina l'offre de l'hôtesse. Autour de lui, les passagers de première classe dégustaient leur foie gras aux figues sur toast de pain d'épices. À sa gauche, mademoiselle O, toujours escortée par son sumotori, buvait de petites gorgées d'un martini bianco. « C'est vous qui aviez raison, admit-elle, en sortant une pochette cartonnée de son porte-documents. Martin regarda la chemise à soufflet. Elle était siglée des lettres FBI, suivie de la mention « Highly Confidential ». « Vous avez eu les résultats d'analyse de l'empreinte digitale d'Archibald ?» Elle opina de la tête et l'incita à prendre connaissance du dossier. « Je vous présente Joseph et Blackwell, détenus à la prison de Saint-Quentin jusqu'en 1981 sous le matricule IB 070 779. » En contemplant la liasse des documents posés devant lui, Martin sentit un frisson d'excitation lui parcourir l'échine. Il se décida à ouvrir la pochette et une lueur cristalline s'alluma dans ses yeux. La photo avait été prise au commissariat de San Francisco lors de l'arrestation d'un certain Joseph Archibald Blackwell dans la nuit du 23 au 24 décembre 1975 sous le chef d'inculpation de blessures risquant d'entraîner la mort. Le cliché en noir et blanc représentait un homme d'une trentaine d'années, aux yeux cernés, ravagés par la douleur. Une courte notice biographique résumait le parcours du suspect. Naissance à Fountain Bridge, un quartier populaire d'Édimbourg, d'une mère couturière et d'un père artiste-peintre qui ne vendra jamais une toile. Élève doué mais dissipé, qui abandonne ses études à l'âge de 14 ans pour exercer divers petits métiers, maçon, mécanicien, vernisseur de cercueils, homme à tout faire à l'école des beaux-arts d'Édimbourg. À 20 ans, il s'engage dans la Royal Air Force comme simple mécano, mais parvient à passer son brevet d'aviateur. 5 ans plus tard, on le retrouve en tant que pilote pour le compte de l'Association des médecins volants, chargé d'évacuer les polytraumatisés en Australie centrale. Plusieurs photos de cette époque le montraient le visage tanné près d'un vieux Cessna, au milieu de l'aridité du bush australien. Puis une nouvelle série de clichés témoignait de son engagement dans différentes missions humanitaires au sein d'une autre association, les Ailes de l'Espoir. Accompagnement d'enfants en urgence de soins au Biafra, évacuation sanitaire de réfugiés, acheminement de produits pharmaceutiques au Nicaragua, transport d'équipes de secours après un tremblement de terre en Sicile. Autant de ponts aériens porteurs d'espoir. Quelques gouttes d'eau sur un brasier. Quelques gouttes d'eau qui ne changeaient rien. Quelques gouttes d'eau qui changeaient tout. Martin était hypnotisé par chacun des tirages. Ainsi, dans sa jeunesse, le futur voleur avait été un pionnier de l'humanitaire, un baroudeur solitaire au visage creusé, dont le regard dur trahissait la mélancolie, la révolte et le manque d'amour. Les 2 dernières images tranchaient avec les autres. La première montrait Archibald enlaçant une jeune femme sur une plage de sable. Derrière eux, une mer d'un bleu profond, des montagnes enneigées et les remparts d'une ville fortifiée que Martin connaissait bien. Intrigué, l'ancien flic retourna la photo.
Au dos, une inscription délavée écrite au stylo plume. Antibes, janvier 1974. Précédant un message écrit en français. Garde-moi auprès de toi, pour toujours, je t'aime, Valentine. Ainsi, Archibald se trouvait en vacances sur la Côte d'Azur, l'année où lui-même y était né. Cette découverte le conforta dans l'idée que leur destin était lié. Martin répugnait à pénétrer une intimité sans y avoir été invité. C'est donc légèrement mal à l'aise qu'il s'arrêta sur la compagne d'Archibald. Une femme que l'on devinait belle, le visage à demi masqué par les mèches de sa longue chevelure châtain, que le vent faisait voltiger devant ses yeux. Décidément, le bon goût du voleur ne s'arrêtait pas aux œuvres d'art. Le dernier cliché était un gros plan d'Archibald à la terrasse d'un restaurant provençal. Le soleil qui éclairait son visage lui donnait une expression douce. Tous ses traits étaient relâchés. C'était le visage d'un homme désarmé et qui n'avait pas peur de l'être. Le visage d'un homme amoureux qui ne regardait pas l'objectif, mais le sourire bienveillant d'une femme. L'image ne comportait aucune inscription, mais Martin était prêt à parier que c'était cette Valentine qui avait pris la photo. Qui était-elle? Et qu'avait donc pu faire Archibald pour se retrouver en prison? De plus en plus captivé, il poursuivit la lecture du dossier, qui comprenait un interrogatoire policier, un acte d'accusation, ainsi que le compte-rendu d'un procès. L'affaire remontait à une nuit de décembre 1975. Une nuit qui aurait dû être celle de tous les bonheurs, et qui fut celle de tous les drames. San Francisco, lundi 23 décembre 1975, 5 heures du matin. Chérie, j'ai mal. Archibald ouvre les yeux en sursaut. À côté de lui, Valentine se tord de douleur. Elle est enceinte de 6 mois. Depuis quelque temps, elle a de terribles brûlures d'estomac. Elle a perdu l'appétit et vomit fréquemment. Le médecin généraliste qu'elle a consulté a seulement diagnostiqué une gastro-entérite, mais son état ne fait qu'empirer. « On va à l'hôpital », décide-t-il en se portant à son chevet. Il lui caresse le front puis l'aide à se mettre debout. Il est rentré en pleine nuit d'une mission en Afrique. Son avion a eu 3 jours de retard car depuis une semaine, les États-Unis sont touchés par une vague de froid sans précédent. Tempêtes de neige, gel et blizzard balaient le pays d'une côte à l'autre, provoquant des coupures de courant et perturbant le trafic routier et aérien au beau milieu des vacances de Noël. Même en Californie, le froid désorganise tout. On a fermé certains tronçons d'autoroute et à San Francisco, il a gelé 6 jours consécutifs. Du jamais vu. Heureusement, leur lit est encerclé par 3 petits radiateurs électriques qui soufflent leur chaleur rassurante et rendent habitable leur maison sur l'eau, à peine plus grande qu'un igloo. Soutenue par Archibald, Valentine se met péniblement debout. Elle a les pieds enflés, une sensation de malaise grandissant et un mal de crâne qui lui donne des nausées. Ils sortent clopin-clopant. Dehors, le petit port de Sausalito est encore plongé dans l'obscurité. Devant leur boat house, le pare-brise du coupé Mustang rouge baiser qu'ils viennent de s'offrir est recouvert de givre. Archibald aide Valentine à s'installer, puis commence à gratter la couche de glace directement avec ses ongles. « Il y a une raclette dans le coffre, chérie, » lui fait-elle remarquer gentiment. Aussitôt dit, aussitôt fait. Clé dans le contact, moteur qui ronronne et direction l'hôpital. Cette fois, on ne prend aucun risque et on va au Lenox. « Non, Archie, on va à Mission. C'est l'hôpital où je dois accoucher. » Archibald ne veut pas la contrarier. Mais il ne fait aucune confiance au docteur Allister, le gynécologue qui la suit. C'est un mec arrogant et trop sûr de lui avec lequel on ne peut jamais discuter.
Il tente donc de la convaincre. « Oh Lennox, il y a Elliot Cooper. Elliot est chirurgien cardiaque. Bab. » Il la regarde. Malgré la douleur, elle lui sourit tendrement et s'amuse presque de leur bisbille. Alors, comme de toute façon elle a toujours raison, Archie s'engage sur Richardson Avenue, au sortir du Golden Gate. « Tu ne mets pas de musique, chérie ? » ?»« Mais enfin, Valentine, tu ne discutes pas et mets la radio, que je pense à autre chose qu'à la douleur. » Dans le poste ce matin-là, c'est donc la voix grave de Leonard Cohen qui les escorte, tandis qu'ils enchaînent les vallons du Divisadero Street jusqu'à Pacific Heights et Haight-Ashbury. Valentine est belle, malgré les élancements, la migraine et les nausées, elle est belle. Elle le regarde et elle lui sourit. Ils ne savent pas encore que c'est la dernière chanson qu'ils écouteront ensemble. Ils arrivent à Castro, un endroit que l'on commence à surnommer le secteur gay, depuis que la ville a ratifié le Gay Bill of Rights contre la discrimination sexuelle. Puis ils prennent à gauche, dépassent Dolores Park et arrivent à Mission District, le secteur hispanique. Cet endroit snobé des touristes qui ne figure sur aucun guide est pourtant le plus vieux de la ville. C'est là qu'en 1776, les Espagnols fondèrent leur première chapelle, centre de l'évangélisation franciscaine de la région. Archibald déteste ce quartier qu'il trouve miteux, violent et délabré. Valentine l'adore et le trouve coloré, flamboyant, électrique. À cause du gigantesque chantier du BART, le réseau ferré de banlieue qui a éventré la ville pendant de longs mois, l'entrée de l'hôpital s'effectue par l'arrière, ce qui les oblige à contourner le bâtiment. Dans la nuit clignotent les enseignes lumineuses des bars à tacos et à quesadillas. Même avec les fenêtres fermées, ils sentent les effluves de cuisine, chili, burritos, épis de maïs au beurre fondu. Lorsqu'ils débarquent enfin aux urgences, ils sont frappés par la désorganisation du service. À voir la salle d'attente bondée, l'hôpital tourne en sous-effectif. De plus, le hall est envahi de junkies et de clochards, en attente d'une consultation à la Free Clinic qui partagent les mêmes locaux. C'est le côté sombre de la ville. Le nombre de sans-abri qui augmente chaque jour davantage dans une indifférence presque générale. Les boys, revenus traumatisés du Vietnam et qui hantent les couloirs des hôpitaux psychiatriques avant de dormir dans des cartons ou sur les bancs du métro. Mais c'est surtout la démocratisation des drogues qui cause d'effroyables ravages. San Francisco paie au prix fort les excès du mouvement hippie. Non, le LSD et l'héros n'ont pas élevé les esprits, ni libéré les consciences. Ils ont seulement transformé ceux qui n'ont pas su décrocher en zombies décharnés, crevant à même le trottoir, l'aiguille dans le bras et le vomi aux lèvres. « On s'en va », tranche Archibald en se tournant vers Valentine. La jeune femme ouvre la bouche pour protester, mais sa respiration se bloque soudain et elle s'écroule sur le sol. Alors, dans un bureau prétentieux, Archibald fait face au docteur Alister, qui vient de recevoir les premiers résultats des examens de Valentine. Les deux hommes ont à peu près le même âge. Ils pourraient être frères ou amis, mais dès leur premier contact, ils ont senti qu'une sourde hostilité les opposait. L'un est né dans la rue, l'autre à Beacon Hill. L'un porte un blouson, l'autre une cravate. L'un a du vécu, l'autre a des diplômes. L'un est instinctif, l'autre est rationnel. L'un aime, l'autre veut être aimé. L'un n'est pas très grand, pas très beau, mais c'est un vrai mec. L'autre a une belle gueule de séducteur et des compliments plein la bouche. À l'un, la vie n'a rien donné, alors il s'est servi.
À l'autre, la vie a beaucoup donné. Alors il n'a pas pris l'habitude de dire merci. L'un a lutté des années avant de se réveiller auprès de la seule, de l'unique. L'autre s'est marié avec sa première copine de fac et s'envoie les infirmières stagiaires sous la lumière glauque de la salle des radios. L'un déteste tout ce que représente l'autre. Et ça, c'est réciproque. Alors, répéta Archibald en perdant patience. Les examens sanguins montrent une baisse du taux des plaquettes, 40 000 contre un minimum de 150 000. Le bilan hépatique n'est pas très bon, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Nous lui avons donné des médicaments pour faire baisser sa tension et nous allons la transfuser pour faire remonter ses plaquettes. Et après? On attend. On attend quoi? S'agaça Archibald. Hypertension, albumine dans les urines, elle fait une prééclampsie. Pas forcément. Il faut interrompre la grossesse. Alistair secoue la tête. Non, on peut la prolonger si nous arrivons à stabiliser l'état général de votre femme. Pour l'instant, les signes biologiques sont mineurs et rien ne nous certifie qu'ils vont évoluer dans le mauvais sens. Mineurs? Vous plaisantez ou quoi? Écoutez, monsieur, vous n'êtes pas médecin. C'est vrai, admit Archibald, mais des femmes mourant après une éclampsie, j'en ai sûrement vu plus que vous en Afrique. Ici, nous ne sommes pas en Afrique, et votre femme n'en est qu'à sa 25e semaine. Faire une césarienne maintenant, c'est condamner l'enfant. Le visage d'Archibald changea d'expression pour prendre un air dur et amer. « Je m'en fiche, » répondit-il, « c'est ma femme que je veux sauver. » Ce n'est pas précisément ainsi que le problème se pose, nuança le docteur Alistair. Nous recherchons un terme d'accouchement compatible entre la vie de l'enfant et la sauvegarde de celle de la mère. La seule chose que vous allez faire, c'est bousiller son cerveau, son foie, ses reins. J'ai discuté de ça avec votre femme. Elle est consciente qu'il peut y avoir des risques, mais elle ne souhaite pas de césarienne pour l'instant. Ce n'est pas à elle de décider. Non, c'est à moi. Et je ne vois aucune raison médicale valable pour que cette grossesse n'aille pas à son terme. Archibald est revenu dans la chambre de Valentine. Assis à ses côtés, il lui caresse doucement le visage. Il repense au long chemin qu'ils ont fait tous les deux pour vivre un amour qui n'aurait jamais dû éclore. Il repense à tous les obstacles qu'ils ont surmontés, à toutes les peurs qu'ils ont vaincues. « Je ne veux pas de césarienne, » implore-t-elle. Elle a la peau jaunâtre, les yeux cernés et noyés de larmes. « Je n'en suis qu'à 25 semaines, chérie, laisse-moi le garder encore un peu. » Elle a besoin de lui, mais il est impuissant. Il lui avait promis d'être là dans les bons et les mauvais jours, la santé et la maladie. Il lui avait promis de la protéger et de veiller sur elle, mais on promet toujours plus qu'on ne peut tenir. Elle le regarde en écarquillant les yeux. « Laisse-moi lui donner encore un peu de force. »« Mais tu risques de mourir, mon amour. » Entravée par les tubes des perfusions, elle réussit à agripper son bras et malgré la douleur qui lui coupe le souffle. « Cet enfant, je le veux pour toi. Je le sens tellement vivant dans mon ventre. C'est une petite fille, tu sais, j'en suis sûre. Tu l'aimeras, hein, Archie, tu l'aimeras. » Il s'apprête à lui répondre que c'est elle qu'il aime, lorsqu'il la voit rouler des yeux, puis ses muscles faciaux et ses mains se contractent brusquement et... « Tu vas la faire, cette putain de césarienne ?» Archibald interpelle Alistair en hurlant au milieu du couloir. Interloqué, le médecin le regarde fondre droit sur lui, bouillant de colère et prêt à en découdre. Dans son lit, Valentine s'arrache un bout de langue en serrant les dents. Ses bras, ses jambes se raidissent et les mouvements de sa respiration se contractent et se bloquent. Sans en avoir l'air, le vigile s'est approché d'Archibald et avance, arme au poing, derrière lui. Il a l'habitude de maîtriser les junkies souvent violents, à qui on vient de refuser une dose de Subutex. Mais Archibald n'est pas un drogué.
Devinant sa présence, il se baisse subitement et, d'un mouvement aussi soudain que violent, déplie sa jambe en ruade d'un coup de pied retourné. Projeté au sol, le vigile lâche son arme qu'Archibald s'empresse de ramasser. Valentine est agitée de violents spasmes. De la salive écumeuse et sanguinolente s'échappe de ses lèvres et commence à l'étouffer. Elle convulse, connard! Plus tard, au procès, Archibald expliquera qu'il avait seulement voulu menacer le médecin avec son arme, qu'il voulait simplement l'intimider, que le coup était parti tout seul et qu'il n'avait jamais voulu appuyer sur la détente. Le vigile témoignera à son tour en reconnaissant que le flingue était mal entretenu et que pareille mésaventure lui était déjà arrivée à 2 reprises. En tout cas, le caractère accidentel du geste n'en changea pas le résultat. Le docteur Alister reçut une balle de 9 mm dans le poumon droit. Archibald lâcha son arme au moment où sa femme perdait connaissance et s'enfonçait dans le coma. On le ceintura et le projeta face contre sol avant de le monoter dans un brouhaha indescriptible. Lorsque la police l'emmena, il se tourna vers la chambre de Valentine et il lui sembla entendre l'interne de garde crier « On la perd !» Puis la voix de l'infirmière qui constatait « C'est une petite fille ». Ce jeudi-là, le service des soins intensifs de l'hôpital public de Mission District accueillit une petite fille née 3 mois avant terme. Elle pesait 510 grammes et ne mesurait même pas 30 centimètres. Comme beaucoup de prématurés, c'était un bébé bien proportionné, au visage gracieux et à la peau gélatineuse et fine qui laissait transparaître ses veines. Le médecin, appelé en catastrophe pour procéder à l'accouchement, avait pourtant hésité un moment avant de tenter de la réanimer, et même après l'avoir fait, il n'aurait pas parié $1 sur sa survie. On la plaça néanmoins dans un incubateur avec une assistance respiratoire. La sage-femme qui s'occupa d'elle s'appelait Rosalita Vigalosa. Elle habitait le quartier depuis 20 ans, et dans le coin tout le monde l'appelait Mama. C'est elle qui, toutes les 3 heures, nettoyait les poumons encore immatures du bébé pour les aider à devenir autonomes. Chaque matin, en se rendant à son travail, elle avait pris l'habitude de faire un détour pour allumer un cierge à la chapelle de Mission Dolores et d'adresser une prière pour que cet enfant survive. Après quelques jours, elle avait fini par le surnommer « l'enfant du miracle ». Sur le bracelet de naissance, au moment où il fallut inscrire un prénom, Rosalita se dit que le bébé allait sacrément avoir besoin des anges pour s'en sortir dans la vie. Alors, comme talisman, elle choisit de lui donner le prénom du premier d'entre eux, Gabriel.